Donc, je ne sais pas où j'en étais, mais globalement, je vous expliquais que moi, comme j'ai fait pas mal d'édentés complets, j'ai dû me jeter à corps perdu dans le ProArch. Donc, le ProArch, c'était la définition de Stroman en termes de gestion de l'édenté complet. Alors, dans le ProArch, il n'y a pas que le All-on-4, hein. Il y a aussi le 4 implants, il y a le 6 implants, il y a tout ce que vous voulez, en fait. Donc, en fait, le ProArch, c'est plutôt… voilà, là, vous voyez tous les ProArch de la création. Alors, je ne sais pas si on voit là, si ça marche. Là, a priori, oui. Vous pouvez en avoir 6 droits. Vous pouvez avoir du All-on-4. Vous pouvez l'avoir en bone level, avec du BLX comme vous avez en haut à gauche, avec du BLT comme vous avez en bas à droite. Vous pouvez le faire aussi en tissu level, on va y venir. Vous pouvez les mettre verticalement devant. Vous pouvez en bas à gauche faire des all-on-6, parce qu'au début, on avait un peu peur. Alors, on faisait 1, 2, 3, 4 et on angulait comme ça. Mais en fait, on s'est rendu compte que tout ça, ce n'était qu'une option, en fait, le nombre d'implants. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y en a que 4 ou qu'il n'y en a que 6 que ça va mieux tenir, puisqu'on dépose aussi des bridges avec 6, même des bridges avec 8, même des bridges avec 10 implants. Donc, en 2006, on a commencé à travailler avec Mathieu avec les implants Stroman. Alors, ce qui était intéressant avec les implants Stroman, c'est que ça nous apportait 3 choses qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas issu je n'ai pas posé que du Stroman dès le départ. Donc, il y avait 3 trucs qui nous sont apparus un peu intéressants. D'abord, il y avait le SL Active, c'était l'état de surface qui nous permettait, si vous voulez, d'avoir une ostéo-intégration un peu plus rapide qu'avec d'autres états de surface. Bon, ça allait forcément dans le sens de la mise en charge immédiate, puisque qui dit ProArch dit quand même systématiquement mise en charge immédiate avec des prothèses fixes vissées sur les implants. Il y avait un autre truc intéressant, c'était le rock solide, c'est-à-dire le fait qu'il y ait 13 à 17% de zircone, ce qui faisait que ça augmentait on va dire la dureté de l'implant, c'est-à-dire que là, vous alliez mettre du 4, ben on mettait du 3,3. Voilà. Et il y avait surtout un truc hyper intéressant, c'était le tissu level. Alors, le tissu level, vraiment, pour ceux qui ne savent pas, en gros, soit vous mettez les implants à ras de l'os, c'est du bone level, soit vous avez cette petite bague lisse qui dépasse au-dessus de l'os, qu'on appelle transgingival, on appelle ça du tissu level. Et là, à ce moment-là, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on a ce genre d'image. Vous voyez ce genre d'image? Moi, je ne l'ai pas eu avec du bone level. Et puis, il y a un truc qui est très intéressant, au-delà de la stabilité à long terme du tissu level, c'est que vous avez une connexion de la prothèse sur ce col qui est à distance de l'os. N'oubliez pas que la plupart du temps, vous perdez vos dents. Pourquoi? Vous perdez rarement vos dents parce que vous êtes tapé un volant sur la R5. Hein. C'est surtout parce que vous avez soit des caries sous votre bridge, soit parce que vous avez une parodontite. Et ça, le tissu level, c'est le meilleur ami du parodontique. Parce que le fait de connecter la prothèse loin du niveau de la jonction osseuse, eh ben, ça vous permet d'externaliser en fait cette connexion puisqu'on sait qu'elle est jamais vraiment étanche. Donc, puisqu'elle ne sera jamais étanche, autant l'externaliser. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, si tu mets 2 implants droits et que tu les inclines un petit peu et que tu te mets à connecter la prothèse directement sur les cols implantaires sans pièce intermédiaire, ben, en fait, en quelque sorte, on faisait une sorte de ProArch avec 4 implants tissu level. L'idée, c'était quoi au départ? Moi, j'étais parti dans une idée très simple, c'est que je voulais utiliser une marque premium, mais je voulais à la fois avoir quelque chose de fiable dans le temps, et le tissu level pour ça, c'était mon meilleur pote. Et puis, je voulais en termes de coûts, réduire les coûts, parce qu'en connectant la prothèse directement sur les cols implantaires, sans pièce intermédiaire, on réduisait le coût tout en travaillant avec le premium. Donc, c'était un petit peu ça l'idée, un protocole simple qu'on appelle un cost-effective treatment, c'est-à-dire quelque chose, un traitement qui est relativement abordable. Donc, on a donc défini avec Mathieu, alors comme Stroman avait défini le ProArch, nous, on a dit que ça serait du ProArch en 4 pour le nombre d'implants. Alors, moi, je ne peux pas trop le faire parce que j'ai les doigts qui sont un peu partis, mais en gros, l'idée, c'est de faire un ProArch 4 tissu level. Alors, au début, on l'a fait à la mandibule assez facilement, puisque à la mandibule, il y avait de l'os dense, donc on suivait un petit peu les directives du All-on-4. Donc, on mettait 4 implants, on ne se posait pas de questions et roule pompon. Au maxillaire, ça commençait à se compliquer un petit peu. Pourquoi? Parce que l'os, comme vous le savez, est un petit peu poreux. À la mandibule, on évitait le nerf. En haut, on évitait le sinus. Et donc, le tissu level était un petit peu juste en termes de stabilité primaire. Donc, on a dû switcher sur le TE, qui est un implant cylindro-conique avec un peu plus de spire. Parce que si vous regardez le design de l'implant sur la mandibule, vous voyez que ça, pour trouver une stabilité primaire post-extractionnelle, il faut vous accrocher un petit peu. Donc, au maxillaire, on a switché. Et puis, avec Mathieu, on a
en fait défini, enfin défini, on n'est pas des génies, hein, mais on a défini un peu une sorte d'indication. L'idée, c'était de dire quoi? Au maxillaire, ça sera, si vous inclinez les implants entre 17 et 30 degrés, bah, vous allez être obligé d'utiliser des pièces de rattrapage. Donc, on est dans le Holland-Fort tout à fait classique, 17 à 30 degrés, des piliers coniques de 17 et 30, donc des piliers intermédiaires entre l'implant et la prothèse. Par contre, à la mandibule, ce qui était un petit peu intéressant, c'était de dire, bah voilà, moi, si je suis dans une arcade courte, si je veux privilégier mon patient qui est parodontique, et donc je veux privilégier une stabilité à long terme des tissus mous, bah à ce moment-là, je vais plutôt switcher sur du tissu level et ça sera un ProArch avec 4 tissus level. Alors que ça peut être du tissu level, mais ce n'est pas génial en termes d'accroche. Ça peut être du TE, puis surtout, ça peut être du TLX. Donc voilà, moi j'ai eu la chance pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent la gamme Straumann. La gamme Straumann, à l'origine, c'est plutôt du tissu level, comme vous le voyez sur la photo de gauche. Ils ont lancé il y a quelques temps un BLX, qui est un implant bone level avec un fort ancrage, mais avec le BLX, on perdait, je trouvais, la stabilité à long terme du tissu level, le concept du tissu level. Donc, ils ont mis un corde BLX avec un col de tissu level et ça s'appelle le TLX. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être un des premiers en France à recevoir le TLX et on m'a demandé de faire des Holland-Fort en tissu level en TLX. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est 2 cas qu'on a fait en classique et en numérique en TLX. Donc, ça, c'était pour un petit peu les indications. Donc, en gros, vous avez de l'eau sous les sinus, bah, vous en mettez 6, 8, 10. Vous n'avez pas d'eau sous les sinus, bah, vous en mettez 4. C'était simple, l'indication, et ça l'est toujours. Hop. Voilà. Donc, on va parler un petit peu du numérique là-dedans. Donc, nous, on est venu au numérique avec Mathieu un petit peu en moonwalker, quoi. Parce que nous, ça marchait très bien ce qu'on faisait. On n'avait pas trouvé mieux que l'empreinte au plâtre. Donc, on a vraiment évolué au numérique. Je vais même vous dire, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, quand on est arrivé à l'ADF, au salon du bricolage, pour acheter une caméra, l'offre était tellement merdique, c'était tellement pas clair et ça correspondait tellement pas à nos attentes que bah, c'est simple. Moi, je me suis mis à faire des empreintes au plâtre. Vous n'avez qu'à voir. Et puis bon, ça a un petit peu changé. Puis on a défini, on a défini en fait ce qui allait pouvoir nous apporter le numérique. Alors le numérique, il a trois applications un peu sympas. D'abord, il y a les empreintes à proprement parler. Ensuite, il y a la partie guide chirurgical. Et enfin, il y a la partie, et là, c'est ce qui nous intéresse le plus, la partie, on va dire, moi, je vais appeler ça occlusion, parce que je trouve que c'est ce qui est ce qui m'apporte le plus d'avantages dans mon exercice quotidien, c'est la partie modélisation. Alors, sur l'empreinte, on va essayer de switcher. Il y a l'empreinte post-extractionnelle et il y a l'empreinte, ou on va dire même péropératoire, d'ailleurs, et puis l'empreinte quand les tissus mous ont cicatrisé. Alors nous, on a été un petit peu bête avec Mathieu, c'est qu'on s'est dit, bah, au lieu de se lancer avec une couronne unitaire, on va se mettre directement au numérique avec une empreinte post-extractionnelle. Alors, on va vous en parler tout de suite. Hein. Bon, bah, du coup, de faire ça, alors on est parti, on a fait une belle photo de moi en train d'utiliser une caméra. Bon, ça, sur le papier, c'était comme ça. Dans la réalité, pour nous, bah, ça a été un petit peu le grand saut. Puisqu'on s'est un petit peu cassé la gueule. Pourquoi? Pourquoi on s'est cassé la gueule? Pour une raison très simple. C'est qu'à la fin, quand on a fait l'empreinte de ce patient-là, ce que vous voyez à l'image n'avait rien à voir avec l'empreinte qu'on a tirée du plâtre. En gros, on a fait une empreinte au plâtre, on en a tiré un duplicateur, on a mis les scan body, on a scanné les deux sur le plâtre et sur l'empreinte, et ça a donné quelque chose de complètement différent. Pourquoi? D'abord parce qu'on ne savait pas faire, d'une part, et puis deuxièmement, ça n'avait pas vraiment d'intérêt de faire l'empreinte post-extractionnelle. Donc, on a mis ça un petit peu de côté. Aujourd'hui, il y a des gens comme Sébastien Meloul, il y a des gens comme Thibaut Casas, il y a des gens comme Payam, Gandhi qui sont capables, enfin, il y en a plein d'ailleurs qui sont capables de faire des empreintes post-extractionnelles. Nous, on ne voyait pas trop l'intérêt parce qu'on vous expliquera notre protocole. Ça ne nous apporte rien de particulier. Ensuite, il y avait un autre truc, c'était la planification. Alors, la planification, évidemment que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très intéressant. On l'utilise dans certains cas. Nous, avec Mathieu, on travaille plutôt forêt pilote, donc on n'a pas sorti toute la cavalcade, mais c'est vachement intéressant quand on veut faire du flapless. Mais si vous faites la formation de Sébastien Meloul, il vous dira qu'il n'y a pas que pour le flapless. Et il a bien raison. Mais nous, dans notre utilisation, on part qu'en flapless.
quand il n'y a pas de régularisation osseuse et quand on veut poser les implants là où il n'y a pas de dents. Donc, ça veut dire que ça limite un petit peu l'utilisation, mais c'est top. On a fait beaucoup de planification avec HTD, on en fait aussi beaucoup avec Brocos. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais toujours pareil, je pense que c'est important de savoir reprendre la main. Ensuite, il y avait un autre truc. Donc, vous voyez, ça, c'est une planification. Ça a donné des guides. Donc, on l'a fait avec HTD, on l'a fait avec Brocos. Ça donne des guides chirurgicaux. Et ça, vous voyez, c'est le premier cas de ProArch avec des TLX à 1 an. Donc, aujourd'hui, le cas à 1 an et demi. Donc, voilà, on l'avait fait avec un guide. Ça a très bien marché. Roulez jeunesse. Maintenant, on va parler d'un truc qui est très important. Donc, nous, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai la chance d'avoir été formé par le docteur Jean-Claude Monin à l'occlusion. C'est-à-dire que j'étais formé très jeune. Il était prof à la fac. Et assez rapidement, l'occlusion, c'est un truc, bon, tu n'en as pas besoin quand tu sors de la fac parce qu'on t'a dit qu'il y avait du Panavia et des implants titane. Donc, tout allait tenir. Et puis, tu te rends compte qu'à un moment, malgré tout ça, malgré le Niclonivis, des fois, ça se casse un peu la figure. Donc, est-ce qu'il n'est pas intéressant, puisqu'on réhabilite, de corriger? Et ça, je pense que je me ferai pote avec à peu près tous les prothésistes de la création parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, l'occlusion, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire que quand on me dit oui, le Holland Force, ça se casse la gueule, mais que derrière, je vois des plans d'occlusion comme ça, mais même si tu mets 12 implants, ça se cassera la gueule aussi. Donc, moi, je vais vous parler d'occlusion, mais d'occlusion pour les blaireaux. Voilà. L'idée, si vous voulez, c'est que pour passer de ce patient à gauche à ce patient à droite, qui est le même patient, il faut un projet. Ce projet-là, je vais vous le décrire en quelques diapositives, même si ça vous perd un peu, c'est juste pour vous donner un petit peu des référentiels. Voilà. Donc, de toute façon, quand vous commencez une réhabilitation, il va de toute façon falloir positionner le modèle le plus réel, dans la meilleure position par rapport à la réalité, c'est-à-dire par rapport à la base du crâne. Donc, vous allez utiliser soit un arc facial, soit vous allez utiliser une table HIP. Alors, la table HIP, c'est quoi? C'est un instrument, c'est une table qu'on met, qu'on fixe au bas de l'articulateur et qui va permettre de positionner le modèle du haut parallèle au plan de Camper avec 3 points qui sont invariables, 3 points osseux, c'est-à-dire les amules, c'est-à-dire l'insertion des ligaments ptérygomaxillaires qui, ne les cherchez pas sur Internet, vous ne les trouvez pas, ce sont les ligaments ptérygomandibulaires et la papille rétro-incisive. Et ce plan-là, osseux, en fait, il ne tient pas compte de la position des dents. Donc, que vous ayez des édentations, des extractions, etc., ce plan-là, il est globalement parallèle au plan d'occlusion. Alors, vous aurez toujours un universitaire qui va t'expliquer que dans 3% des cas, ce plan-là, on va revoir la diapo d'avant, vous voyez, le plan que vous voyez défini par le modèle du haut, il n'est pas tout à fait, il a 2 degrés de différence par rapport à la branche supérieure de l'articulateur qui est elle-même par rapport au plan de Camper, parallèle au plan de Camper. En fait, on s'en fout. Parce que si dans 97 ou 98% des cas, vous arrivez à systématiquement positionner ce modèle quasiment parallèle au plan de Camper et que vous avez toujours cette ligne de conduite pour pouvoir faire toutes vos réhabilitations, surtout pour vos prothésistes, parce qu'au lieu que nous, les dentistes, on fasse des arcs faciaux avec des modèles comme ça qui sont transportés dans des petits cartons et qui fondent au soleil dans les voitures des prothésistes, eux, ils ont une table HIP, ils vont positionner systématiquement les modèles parallèles au plan de Camper. Et je pense que d'ailleurs, cette table HIP, il vaut mieux que ce soit le prothésiste qui l'ait. Donc là, vous voyez un modèle qui est positionné par rapport au rafé médian et vous voyez sur la partie basse de la diapositive que dessous, il y a un pointeau qui va se mettre au niveau de la papille rétro-incisive. Derrière, il est positionné au niveau des amules. Et ce plan-là, il est parallèle à la table, qui est parallèle à la branche supérieure de l'articulateur, à la branche inférieure et parallèle au plan de Camper. Donc, comme je vais vous parler de plan d'occlusion après, on va toujours utiliser ce référentiel. Ensuite, donc dans ce projet, je vais aller très vite parce que c'est un petit peu compliqué et qu'en 2 secondes, on ne va pas pouvoir le faire. Mais en gros, il y a 2 parties dans le projet. Et ça, ceux qui sont intéressés par l'occlusion, filez voir Jean-Claude Monin à Lyon pour vous former. Pendant 2 jours, ça va vous révolutionner la vie, quoi. Comme nous, ça nous l'a révolutionné. Comme nous, Paolo Malo nous a révolutionné par son approche mécanique sur les réhabilitations de l'édenté. Donc, en gros, quand vous avez un projet, il va falloir 2 étapes. La première, elle est statique. J'écris pas beaucoup de mots sur une diapo. Quand j'écris un peu, c'est qu'il faut lire. On va essayer de retrouver une dimension verticale physiologique. Et ensuite, quand on l'aura retrouvé, donc ça, c'est d'un point de vue statique. Est-ce que c'est trop bas? Est-ce que c'est trop haut? Ensuite, on va tout d'abord rétablir un plan d'occlusion. Donc, un plan, c'est comme ça. Ça, c'est un plan. Voilà, hop là. Ça, c'est un plan. Et dans ce plan, on va inclure une courbe de compensation.
Et ça va nous servir dans la partie dynamique de la réhabilitation. En gros, ça va nous permettre de faire juste un truc très simple, ça s'appelle bouffer. Voilà. Donc, en gros, pour la partie 1, c'est-à-dire la partie statique, retrouver la dimension verticale physiologique, il faut utiliser l'indice de Willis. Alors, on utilise toujours, l'indice de Willis, c'est la distance entre la commissure des lèvres et la commissure de l'œil qui doit être à peu près égale au point sous-nasal par rapport au point menton osseux. Alors, on nous dit toujours, ouais, mais tu comprends, on n'est pas au millimètre près. Ça tombe bien, chez les dentés complets, on n'est pas au millimètre près. Déjà, l'idée, c'est de vous dire quand un patient arrive, tiens, est-ce que cet étage-là, il n'est pas en inadéquation avec cet étage inférieur. Et en fait, dans votre petite liste des courses, vous allez dire, tiens, il me semble que la dimension verticale n'est pas bonne. Ça veut donc dire que vous, dans votre réhabilitation, cette dimension verticale, il va falloir que vous la rehaussiez. Parce qu'un patient, en général, dans la plupart des cas, c'est des classes 2 qui sont en supra, qui ont perdu des décalage postérieur et qui continuent à être en supracclusion, qui sont verrouillés. Ça, il va falloir les déverrouiller. On réhabilite, il faut qu'on puisse corriger. Donc, pour ça, l'indice de Willis, cette dimension-là égale cette dimension-là. Et cette hauteur-là, en fait, elle se répartit entre la hauteur maxillaire et la hauteur mandibulaire. La hauteur maxillaire, vous faites ce qu'on appelle de la complète. Vous faites des gouttières, pas des gouttières d'occlusion, des bourrelets d'occlusion que vous allez régler avec la plaque de Fox parallèle à l'axe bipupillaire et parallèle au plan de Camper dans ce sens-là. Voilà, donc vous aurez déjà, comme on a la hauteur H qui correspond, cette hauteur est égale à cette hauteur, et comme cette hauteur, on a déjà trouvé ça, il n'y a plus qu'à régler le bas en fonction du haut, car on sait même faire des soustractions dentaires. C'est ça qui est génial. Et ensuite, quand vous aurez réhabilité tout ça, donc là, j'ai fait une petite aparté. Ça, c'est une photo auquel je tiens beaucoup parce que c'est Jean-Claude qui me l'a filé. Voilà. Vous voyez le plan de Camper. Voilà le plan de Francfort en jaune. Voilà le plan de Camper en jaune. Voilà. Vous voyez le plan pardon, pas le plan de Camper. Vous voyez le plan en rouge de Camper. Il est 17 à 23 degrés différent par rapport à la parallèle. Alors, vous voyez le plan en rouge Camper, il est parallèle à la branche supérieure de l'articulateur, parallèle à la branche inférieure de l'articulateur. Donc, tous les plans, ils sont parallèles entre eux. Et quand on va réhabiliter, comme je vous ai dit qu'on allait chercher à créer un plan d'occlusion, c'est plus simple d'utiliser le plan de Camper. Donc, que vous preniez un arc facial ou que vous preniez une qui va être parallèle à la branche supérieure de l'articulateur ou une table HIP dont le modèle va être parallèle à la table HIP, à la branche supérieure de l'articulateur et donc parallèle au plan de Camper, en fait, vous voyez que tous ces plans sont parallèles entre eux. C'est sûr que la table HIP, c'est un petit peu plus simple à utiliser, surtout si c'est le prothésiste qui met vos modèles plutôt que vous. Voilà. Mais en gros, l'idée, c'est de toujours créer un plan parallèle au plan de Camper. On va utiliser ensuite des coupoles. En fait, je vous gave un peu avec ça parce qu'après, je vais vous montrer comment vous n'allez pas du tout utiliser ça. En fait, si, vous allez l'utiliser, mais virtuellement, et surtout, vous allez laisser faire des gens qui savent mieux le faire que vous. Donc, ensuite, vous avez des coupoles. Il y a une coupole plate qui va permettre de recréer le plan d'occlusion. Et vous avez des coupoles plus ou moins angulées qui vont créer la courbe de compensation. Donc, là, on a retrouvé à peu près la dimension verticale. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va rétablir une occlusion dynamique. Pour ça, on va rétablir un plan d'occlusion. Donc, vous voyez, on va utiliser une coupole qui va descendre parallèlement au plan de Camper, qui va s'appuyer sur les incisives et sur des points postérieurs qui s'appellent les trigones rétromolaires. On ne va pas aller trop loin dans les détails. Et ensuite, on va utiliser des coupoles angulées qui se positionnent, comme vous le voyez sur la diapo, en distal de canine et sur les trigones rétromolaires. C'est-à-dire qu'en gros, je vous explique. On a dû utiliser une plaque qui descend verticalement. On va la caler sur les dents antérieures et elle va donc définir des points postérieurs. Pourquoi on crée ces points postérieurs? Pour pouvoir poser une coupole. Parce que physiquement, il y a un truc qui existe sur cette terre, ça s'appelle la gravité. Si je n'ai pas un point postérieur, ma coupole, elle va tomber. Donc, j'ai un point antérieur, un point postérieur, je pose ma coupole et je rétablis une courbe de compensation. Ça, si vous allez voir le père Monin, les brocos, vous allez avoir un articule, vous allez poser des coupoles et comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, là, c'est un vieux cas à l'époque où je faisais d'omnipratique avec un bridge et des attachements. Et vous voyez la coupole qui correspond en fait à quoi? À la courbe de Speed-Wilson. C'est-à-dire que c'est la théorie de la sphère de Monson. En gros, sur une mandibule, vous devez pouvoir poser le cul d'un ballon pour pouvoir mastiquer à droite et à gauche. Les dents, elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. Elles ne sont pas droites, elles sont dans cette courbe-là. Donc, voilà à quoi va servir cette fameuse coupole. Donc, vous voyez à gauche, c'est le plan d'occlusion qui a été défini par 3 points. Et à droite, c'est les courbes de compensation qui vont nous permettre de bouffer à droite et à gauche. Donc, le but, c'est quoi en fait de tout ça? C'est quoi? En fait, le but, c'est d'avoir une mastication unilatérale alternée, comme Robert le dromadaire ou Momo le chameau, que vous voyez ici, qui est le chameau de Jean-Claude Monin,
qui me l'a prêté que pour la conférence. Donc, vous voyez, c'est quoi notre but? Nous, notre but, c'est que notre patient, il bouffe à droite et à gauche le plus simplement possible. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu dans la vraie vie de tous les jours comment ça se passe. On va aller voir, ça c'est le deuxième cas qui a été fait en implant TLX NT. Donc voilà un patient qui se présente. En l'occurrence, c'est un patient qui vient de Lyon. Le bas, c'est pas Versailles, mais ça va tenir. Le haut, c'est la cuvette de Dien Bien Phu aux meilleures heures. Donc, vous voyez bien que quand on aura extrait les postérieurs, vous voyez la 26. Donc là, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire oui, mais le gradient thérapeutique. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense du gradient thérapeutique. Sur un maxillaire comme celui-ci, la 17, la 16 à Dieubert. Les prémolaires, elles sont parties en vacances. La 12 et la 11, elles dansent le jerk. La 21, c'est pas fameux. La 22, moi, je n'irais pas faire une couronne sur une reprise de traitement comme ça. Il nous reste la 24 et la 26, on n'en parle pas. Il nous reste 2 canines. Alors, la question, elle est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si je dois poser des implants en distal de canine, ça m'impose donc de faire des greffes de sinus chez un gros fumeur qui veut quelque chose de global. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être prêt à perdre ses canines pour poser des implants et intégrer un vrai plan de traitement complet et global? Moi, personnellement, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Donc voilà, chez ce patient, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un arc facial. Et vous voyez, le bas, il n'est pas terrible. Donc, déjà dans notre tête, on se dit, le bas n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des coupoles et on va créer un bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un bas idéal. On nous crée des pistes. Alors, les pistes, c'est quoi? C'est des petits inlays en résine qu'on va poser en bas et qui vont nous permettre de compenser les pertes de dimension verticale et recréer une courbe idéale. Et en haut, on va faire un amovible sur dedans. Comme il n'y a pas une super hygiène, on va extraire les canines. On va garder les canines, extraire tout le reste, lui mettre un petit berlingot parce que ça ne le dérangeait pas de passer par cette phase-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a posé nos pistes en bas pour créer une courbe qui commence à être un peu plus sympatoche. Et mon prothésiste m'a fait une gouttière. Donc là, c'est le laboratoire Ciaffoloni à Lyon, qui m'ont fait une gouttière transparente. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la soudure intrabuccale. Donc voilà cette gouttière qui tient sur 2 canines. Là, on est avant l'intervention. Donc vous voyez, à chaque fois, on met un coup de détartreur, mais chez ce patient-là, l'hygiène, ce n'est pas top. Donc dans votre tête, souvenez-vous de l'intérêt du tissu level. Donc là, on reçoit la fameuse trousse, c'est la trousse de BLX pour poser des TLX. Et le patient vient, on garde ces 2 canines et on va commencer par poser nos implants. On extrait les canines. Alors, on fait les fourrages primaires, on extrait les canines. Et on va poser donc en implant tissu level, que ce soit du TE, du TL, du TLX, il y a toujours une notion par rapport à un Holland 4 classique. Un Holland 4, tu vas rattraper avec des piliers coniques. Sur du tissu level, il y a moins de jet lag. Donc, en gros, il faut toujours mettre très palatin les antérieurs pour éviter de transvisser au milieu du bord libre. Et surtout, là où vous allez poser comme ça sur un Holland 4 classique, il va falloir rentrer un peu les ailes, comme vous voyez sur la photo, de manière à ce que la jauge de paralyse, on va dire l'axe futur de l'implant, arrive à peu près au niveau des cuspides vestibulaires de la 6, pas plus vestibulaire que ça. Voilà. Donc, on va faire pareil à droite et à gauche. Là, on a fait du transvissé. On est passé, il y avait un gros kyste. On passe tout à travers pour aller chercher les fausses limites, un ancrage nasal. Voilà, ça, c'est a priori les seuls implants TLX NT qui ont été posés en France, c'est sûr, peut-être même ailleurs. Donc, c'est un implant avec un col très court. Ils sont pas mal, ces implants, parce qu'ils ont des toutes petites connectiques. Donc, quand vous faites du tissu level, ça vous évite la grosse connectique. Des fois, si vous êtes trompé un peu d'axe, vous allez avoir une belle tulipe, pas forcément là où vous voulez en termes de transvissage. Donc, voilà, on pose nos premiers TLX, NT en l'occurrence. Voilà. Excusez-moi, j'ai des… Voilà. On va le mettre ici, ce bazar. Et puis ensuite, on va donc nous mettre nos 2 implants, nos 2 implants antérieurs ici, nos 2 implants postérieurs légèrement angulés. Donc, on va être sur du 17-20 degrés, pas beaucoup plus. Et là, on va mettre des piliers provisoires. Pourquoi? Parce qu'on va faire une soudure intraorale. Ensuite, on va combler au contact vous pouvez voir au contact des implants, on va mettre de l'os autogène. Là où on est à peu près sûr de ne pas réintervenir, on va mettre un matériau de comblement. Là, en l'occurrence, c'est du EasyGraft, c'est un matériau synthétique, du bêta-TCP, l'hydroxyapatite. L'idée étant, ce ne sont de ne me donner que des propriétés volumétriques, parce que les propriétés mécaniques, on ne va pas se leurrer. Ça, ici, d'ici que ça devienne l'os, je suis en train de compter mes points de retraite. Mais avec 4 parois, ça va en donner, mais ça va mettre beaucoup de temps. Moi, je veux juste garder un volume homogène, parce qu'on ne peut pas demander à nos patients de bien passer la brossette si on ne leur donne pas la possibilité de bien passer la brossette. Et pour donner la possibilité de passer bien la brossette, il ne faut pas qu'on ait un implant ici, un implant ici, un implant ici.
ne peut pas avoir un implant qui joue au billard et l'autre qui compte les points. Il faut que tout soit nivelé. Donc là où il va y avoir des manques d'os, je vais faire une sorte de greffe, on va dire une ROG périimplantaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une soudure intraorale, c'est-à-dire qu'on a des piliers provisoires. Et là, vous voyez, je soude en bouche directement. Bim, bam, boum. Ça se fait en 3 minutes. Bim, on utilise la gouttière, la fameuse gouttière que j'avais fait au début. On met de la résine auto dedans. Et là, comme je le dis, il s'agit de ne pas merdoyer à ce stade-là. Le patient va serrer gentiment. Il va se mettre en occlusion grâce à mes pistes. Hop, on ne bouge pas. Et ensuite, quand ça a durci, moi, je vais récupérer les puits de vissage. Voilà, donc là, c'est les étapes. La barre, la gouttière, la résine. Et ensuite, je dévisse. Je vais réinjecter du light et je vais renvoyer ça au laboratoire. Comme c'était le premier cas, TLX, monde, machin, en NT, je voulais faire un truc à peu près propre. Donc, je l'ai envoyé au laboratoire qui m'a fait la finition parce que j'avais déjà passé une bonne journée. Et donc, voilà, ils vont me délivrer 2 heures après un bridge provisoire transvissé à mettre sur les piliers NT. Voilà ce qu'on pose. Donc, le patient repart avec des dents fixes. En gros, l'idée, que ça soit des NT, des TL, du Nobel, du Stroman, du Tarla fificulaire, j'aime bien ma grand-mère. En fait, l'idée, c'est que le ProArch, vous leur donnez des dents fixes dans la journée. Quand vous avez affaire, en l'occurrence, comme nous, on en fait beaucoup, vous rentrez dans un monde qui est assez intéressant. C'est sympa de faire des greffes, c'est sympa de faire de l'esthétique, mais là, on rentre dans une autre dimension qui n'est pas mieux ou moins bien. C'est juste qu'on rentre dans la dimension du handicap. Ces gens-là, ils sont plus ou moins à moyen terme ou à long terme, ils seront dans des situations de handicap. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Mathieu et d'autres d'ailleurs, on essaye de les en sortir. Et la mise en charge immédiate, ça fait partie un peu de la magie du truc. Alors oui, on pourrait des fois leur laisser bouffer un appareil complet immédiat pendant 6 mois, mais d'un point de vue psychologique, savoir qu'ils ont des dents, plusieurs, là, il est passé par un amovible, mais des fois, vous allez voir, on enlève tout dans la séance et ils ont leurs dents à la fin de la journée. C'est un truc en termes de service rendu patient qui est hyper important. C'est une expression que vous entendrez beaucoup dans nos conférences, le service rendu patient. Ce n'est pas toujours parfait, c'est toujours perfectible, mais les gens partent avec leurs dents et ça, c'est quelque chose qui ne nous tient pas à cœur. Voilà à la fin de l'intervention, la prothèse transvissée sur barre soudée. Alors, l'intérêt de la barre soudée, c'est que voilà, des fois, moi, je pars, je suis loin, des fois, je ne suis pas forcément disponible. Donc, je sais qu'avec une barre qui relie mes implants, je vais dans le sens d'une stabilité primaire. Ce n'est pas forcément nécessaire. Tout ce que je vous montre, ce n'est pas parole d'évangile, mais nous, on aime bien ça. Donc, voilà, quelques mois après, on va dévisser. Là, c'est assez rapide. Je crois qu'on doit être à 2-3 mois. On dévisse. On met des piliers de cicatrisation le temps avant de faire l'empreinte, car vous savez que, quels que soient les implants, la gencive revient vite. Et on va réenregistrer. Donc là, on est sur du protocole ultra simple. On va réenregistrer l'occlusion avec le provisoire. On va réinjecter du light, puisque nos implants ont pris avec ce bridge provisoire, dont on a encore le modèle. On réinjecte du light pour avoir l'empreinte exacte de l'intrado. Voilà l'empreinte exacte de l'intrado. On récupère notre ancien modèle, puisque nos implants ont pris grâce au bridge provisoire qui a été armé en bouche. Ça veut dire que la position des implants sur le modèle en plâtre, tout comme la position des implants en bouche, est la même. Donc, on va repositionner notre bridge provisoire et on va réinjecter. Vous voyez, ça c'est le modèle en plâtre. Et on va réinjecter de la fausse gencive dessous. C'est-à-dire qu'on va mettre en articulateur au fauteuil avec son bridge provisoire avec lequel il bouffe, avec lequel il clope. Alors, c'est encore une autre discussion. Comme disait Paulo Malo, comme il disait, si moi, je soigne pas les fumeurs, je soigne personne au Portugal. Nous, on préfère un clopeur qui se brosse les dents qu'un mec qui fume pas et qui a perdu sa brosse à dents en 1515. Donc, voilà, vous voyez, on a déjà de la trace de Marlboro Light. Il fait pas vraiment gaffe, mais il bouffe avec ça. Moi, je veux transmettre cette information en termes de dimension verticale. Donc, vous voyez, on met en articule au laboratoire. En l'occurrence, avec Marco Ciaffoloni, il est venu au labo, on l'a fait. Donc, des fois, moi, je le fais tout seul. Là, il est venu. Donc, on l'a fait ensemble. Et quand on a mis en articule, le prothésiste repart avec le modèle. Et moi, je remets le bridge provisoire au patient. Et donc, on fait un essayage à une semaine. Voilà. Alors, après, c'est classique, esthétique, les dents haut, jaune, verte, violette, la position, ça, on est très classique. Et on va faire une barre Créatech. Et comme notre patient a une hygiène à la Jean-Michel à peu près,
on va revenir un petit peu à ces concepts des bridges Brandmark qui avaient une interface en titane. Bah là, c'est ce qu'on fait. Comme on sait que la résine, c'est génial les premiers jours, mais que ça devient poreux avec le temps et que ce n'est pas génial en termes de maintenance, bah, on va privilégier quelque chose qui est peut-être moins esthétique, mais plus, enfin, là, c'est assez sympa. Tu as l'impression d'avoir acheté un lingot. Mais surtout, on aura un super axe à l'hygiène. Donc, vous voyez les passages de brossette et vous savez que là-dessous, le tartre, il ne va jamais pouvoir se planquer. Donc, voilà le bridge qui a été fini par le laboratoire Sciaffoloni à Lyon. Ouais, on boit du thé. Ça, on baisse, hein. Mais demain, ça recommence. Et on va donc pouvoir visser ce bridge provisoire qui va directement sur les 4 implants avec une interface en nitrate, en titane, je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est doré, c'est bien joli, c'est bien propre. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est sexy, etc. Transvissage lingual, transvissage sur les faces occlusales des 5, roulé jeunesse. Voilà un an. Alors là, on est ancré exprès dans les corticales très denses du sinus. Ça, on sait que ça ne bougera jamais. Le patient, il est content et moi aussi. Voilà, accès à l'hygiène. Donc là, je privilégie l'accès à l'hygiène. Je m'en fous qu'il y ait un peu d'hiatus. Je préfère qu'ils me disent je zozote un peu, mais qu'ils brossent. C'est ça ma priorité parce que je sais que c'est mon garant à long terme. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai parlé un petit peu d'occlusion. Maintenant, je vais vous parler d'occlusion 2.1. C'est-à-dire qu'on va toujours rester dans le concept des blaireaux, mais des blaireaux qui utilisent du numérique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des coupoles, des plans, etc. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué, mais il y a des mecs qui le font hyper bien par rapport à nous. C'est les laboratoires à qui je dédie ma tasse de thé. Donc, souvenez-vous, la table HIP, ça, c'est une table HIP physique montée sur un Artex. Est-ce qu'on ne pourrait pas la faire numériquement? Parce que le problème, c'est que quand on veut commencer à faire du numérique, on va être rapidement confronté à la problématique de l'arc facial. Parce que vous avez beau poser des coupoles, vous avez beau avoir des articulateurs faciaux numériques. Si au départ, on a beau avoir des articulateurs numériques, si au départ, le modèle n'est pas placé dans la bonne position, bah, tout ce qu'on va faire après sera faux. Alors, on a commencé à nous parler de scans faciaux, etc. Mais nous, on s'est dit avec, donc on avait parlé de ça avec les gens de chez Itero, puisqu'on a pris leur caméra. Nous, on voulait un protocole simple. Donc, on a commencé à discuter avec des gens de chez les deux food trucks de chez Brocos, qui, eux, avaient été formés par le même Jean-Claude Monin. Donc, tout ce qui était courbe et tout ça, ça les intéressait. Donc, eux, ils ont fait fort. Ils ont virtualisé une table numérique. Ça veut dire, si je comprends bien, que si on a la même table HIP physique qu'en numérique, ça veut dire qu'on va positionner le modèle. On va même aller plus loin. On va pouvoir positionner le modèle dont on a fait l'empreinte avec les fichiers STL, avec la caméra. On va même aller plus loin. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Je vous ai expliqué que les modèles, le maxillaire, se positionnaient en fait par rapport à 3 points osseux, qui sont des points qui ne vont pas bouger dans le temps. Comme en général, on leur envoie les fichiers STL, en gros la bouche de votre patient, mais les fichiers DICOM, qui vont faire matcher tout ça. Ils ne vont même pas positionner le modèle sur les fichiers grâce aux fichiers STL, mais carrément grâce aux références osseuses des fichiers DICOM. Donc voilà, ils ont carrément virtualisé une table HIP en numérique. Donc en gros, au lieu de positionner des coupoles en étant obligé de rétablir les trigones rétromolaires là. Avant, on positionnait les trigones rétromolaires pour pas que notre coupole se casse la figure. Mais là, on est capable de faire descendre des coupoles de haut en bas et d'avant en arrière. Donc en fait, on peut positionner les coupoles sans avoir besoin de rétablir les trigones rétromolaires. Donc limite sans rétablir de plan d'occlusion. Et ça, aujourd'hui, si vous travaillez avec des laboratoires comme Brocos, vous leur envoyez des fichiers, ils vous virtualisent le projet. Donc là, vous voyez, ça c'est un truc qui a été fait avec mon autre laboratoire, avec Fred Ruocco, que je remercie parce que si aujourd'hui je fais tout ça, c'est grâce à lui. Vous voyez, il me crée des pistes en fonction d'une courbe idéale. Donc on fait une courbe idéale du bas, on pose des pistes et on fait le haut en fonction du bas. Quel que soit le projet, là pour le coup, c'est des compromis à ne pas faire. Autant tirer 2 canines qui vont bien, ça ne me pose pas vraiment de problème. Par contre, faire une réhabilitation sur un plan qui est comme ça, vous allez au-devant de graves problèmes. Et ça, je ne mégote pas avec ça. C'est-à-dire que je pose des pistes, je ne les facture même pas, ça fait partie du plan de traitement. Chez nous, 4 ou 6 implants, c'est le même prix. On fait de la réhabilitation implantaire, on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, vous voyez des pistes comme vous avez à l'écran. Ça, je vais les poser en bas et je vais faire le haut en fonction du bas.
Le patient est averti que son plan d'occlusion, il n'est pas terrible. Derrière, il faudra qu'il fasse des inlays collés, il faudra qu'il refasse des bridges, il faudra qu'il fasse de l'amovible. On collera ça sur des amovibles existants, il fera ce qu'il veut, mais on recrée un plan idéal. Donc, regardez sur ça, c'est intéressant parce que tout ça, c'est virtuel. Vous avez un Stratos Ivoclar 200, moi j'en ai 5 physiquement et j'en ai des milliers virtuellement, dont lui. Donc là, vous avez un Stratos Ivoclar 200 virtuel, vous avez une coupole virtuelle, vous avez les modèles du patient, vous avez la bouche du patient en version STL et vous avez même derrière la version DICOM. C'est-à-dire que le modèle maxillaire a été positionné sur les 3 points osseux. Ils ont fait apparaître derrière le fichier STL. Et après, on crée la courbe du bas en fonction du haut. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on systématise quasiment tout le temps, quoi. Donc, on va aller voir ça dans la réalité. Donc, voilà un patient qui se présente. Le bas n'est pas génial, mais il est toujours mieux que le haut. Vous pouvez voir qu'il y a une fracture de la 24. Vous pouvez voir des dénudations. Vous avez une pêche au niveau de la 15. Bon, ce n'est pas génial. Il est évident qu'un patient comme ça, si vous voulez recréer tout bien joli avec les papilles, quand vous voyez la dénudation, les taparos, ça veut dire qu'il faudrait faire des greffes d'apposition, ça veut dire qu'il faut faire suivre des tissus mous. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la même histoire. Vous ne racontez pas la même histoire à votre patient. Là, l'idée, c'est de leur trouver une solution rapide, qui soit économiquement viable, parce qu'il y a un moment, il faut savoir parler pognon. On est une profession qui parle d'argent. Il faut être capable d'en parler sans aucun problème. On fait du boulot, on se fait payer pour ce qu'on fait. Mais après, moi, des fois, je vois des devis arriver où on est à 70 000 balles la réhabilitation de la maxillaire. Ce n'est pas envisageable pour les patients. Donc, il faut arriver à trouver un truc compact parce que ces gens-là, souvent, quand ils sont dans le handicap, quand ils passent la porte du cabinet, ils sont motivés, ils sont chauds. Il faut être capable de leur proposer une solution qui soit viable. Alors, je fais une petite aparté des fois par rapport, on me dit oui, mais tu proposes peu de réhabilitation en full zircone. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive comme ça, si vous lui expliquez que vous allez faire des implants, une mise en charge immédiate et du zircone au prix de la zircone, et au poids de la zircone, en l'occurrence, il va tomber par terre. Parce qu'en fait, la marche est trop haute. Ces gens-là, il faut qu'ils passent par un bridge provisoire ou quelque chose d'accessible. Donc, chez ce patient-là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va lui dire, il faut que tu retrouves ta brosse à dents. Déjà. Donc, on va lui expliquer que ça serait bien qu'il se remette un peu à la brossette. Étant donné qu'on n'est quand même pas dans le monde des bisounours, chez ce patient-là, on va d'abord réhabiliter le haut en fonction de la courbe idéale du bas, et puis le bas, on le refera plus tard. Donc, voilà le patient avec sa bouche d'un point de vue avec des fichiers STL. Donc, ça, on a sa bouche virtuelle. Et on voit tout de suite que ces dents en bas, là, ces 4 incisives du bas, elles nous emmerdent. Avec ça, on ne pourra pas fonctionner. Dans les mouvements de translation, elles vont nous gêner, ces dents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait déjà que nous, dans notre tête, on va être amené à les réhabiliter. Mais ce qui est chouette, c'est que le prothésiste, le Vivien, en l'occurrence, là, il nous a rectifié les dents, il nous a fait la réduction homothétique des dents, parce qu'on sait que c'est déjà le point de départ pour pouvoir réhabiliter la courbe du bas. Vous voyez, pour l'instant, on n'a même pas parlé du nombre d'implants, on n'est pas à savoir si on les pose en 12, en 14, on s'en fout de ça. Pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de créer un bas idéal. Donc, on va retoucher en bouche, il va nous dire ce qu'il faut retoucher, on va recréer en bouche la correction qu'il a faite virtuellement. Et ensuite, vous voyez, là, il a mis sur un articulateur, mais on s'en fout finalement de l'articulateur parce que tout est virtuel. Il va créer un bas idéal. Il va donc modéliser un bas idéal et il va nous créer des pistes. Donc, vous voyez, en blanc, c'est ce qui manquerait pour avoir une courbe idéale. Donc, on va avoir le bas et il va nous faire un haut en fonction du bas. Donc, ça, c'est la virtualisation du projet. Donc, là, c'est le futur bridge provisoire et à droite, c'est les futures pistes du bas. Donc là, ils peuvent même vous montrer les points de contact que vous aurez dans les mouvements de latéralité et de propulsion, même si en propulsion, on ne va pas se mentir, ça ne nous intéresse que fort peu. Voilà, donc là, on a les contacts à droite, les contacts à gauche, etc. Et donc, voilà le modèle avec le plâtre. Voilà la réduction. On va garder que 3 dents. On va faire un guide chirurgical. Alors, on a eu un petit souci sur le guide chirurgical. On était content de reprendre la main. Et voilà le bridge provisoire qui sera vissé en bouche directement, enfin qui sera solidarisé à des piliers provisoires. Et ensuite, ce bridge-là sera posé en fonction des pistes du bas. Donc, après, c'est parti. Hein. Hop là. Où es-tu? Hop. Donc, voilà la production, c'est-à-dire voilà la virtualisation du projet, un bridge provisoire du haut, des pistes en bas, et voilà la production, ce qui nous envoie. Donc, moi, je reçois tout ça directement. Et ensuite, je vais passer de la position de mon patient virtuellement à ce projet-là qui m'intéresse à droite. Comment on va faire? On va poser
positionner d'abord les pistes en bas, recréer un bas idéal. Ensuite, on va attaquer la chirurgie. Donc, la chirurgie, elle est très simple. Là, c'est posé en une demi-heure, trois quarts d'heure. On va extraire d'abord les dents. On a eu un problème au niveau comment s'appelle, du guide chirurgical. Donc, il a fallu reprendre la main. Ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille toujours. C'est bien les guides chirurgicaux, mais vous êtes là pour opérer. Vous devez être capable de reprendre la Et main moi, quand ça va. je vous demande, celui qui a ouvert son micro, de bien faire fermer son micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, qu'on puisse entendre mettre. Donc voilà, on a les trois dents, on a positionné le guide chirurgical, je ne sentais pas des masses, donc j'ai pointé et après j'ai fait à main levée. Alors heureusement, j'ai gardé ces dents parce que vous voyez, en ayant la position des centrales, on va avoir un transvissage, je vais positionner mes implants très palatins et les centrales me donnent une idée de la position que je dois avoir pour mes implants pour être sûr d'avoir un vissage palatin. Donc il ne faut pas commencer à tout déglinguer, des fois c'est bien de garder les dents pour nous donner des axes. Et ensuite, on va poser ces fameux TLX. Donc, vous voyez, c'est un implant avec une belle accroche et toujours le concept du tissue level. Voilà nos 4 implants posés, en position toujours très palatine, et nos 2 implants angulés, mais qui ont toujours un axe qui permet de rentrer un petit peu pour que nos axes d'implants ne soient pas trop vestibulaires, même sur les secteurs postérieurs. Et donc, on va utiliser des variobases. Ces variobases, on va les mettre en bouche. Et ensuite, on va venir appliquer ce bridge provisoire, vous savez, qui s'appuyait au palais. On va solidariser ça en bouche. Ensuite, on va finir ça au laboratoire. On va couper les ailettes. On va retailler un petit peu l'intrado et on va visser ça en bouche directement. Le patient repart avec des pistes en bas, un bridge provisoire. Alors, ça vaut ce que ça vaut. L'esthétique, le A2, le A3, on s'en fout. L'idée, c'est que le patient reparte avec des dents. Et ensuite, voilà, donc là, on est avec des implants, des tissus level en 3,75, 12 antérieurs et des 16. Si j'avais pu mettre des 18, je ne me serais pas gêné. Et là, vous êtes content d'avoir, si vous voulez, je suis parti sur un truc sans pas armé. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un implant avec une belle stabilité et une belle longueur. Et pour la stabilité primaire, je n'aurais pas vraiment de soucis. Et puis quelques mois après, donc là, on est à 2 mois après, 2 mois et demi, et on va faire une empreinte très classique. On va mettre des transferts parce qu'on n'avait pas encore reçu la caméra. Aujourd'hui, j'essaierai de le faire en numérique. Et on va faire une empreinte au plâtre parce qu'il n'y a pas mieux. De ça, on va avoir un bridge en pic transvissé qu'on va visser directement en bouche par rapport sur nos 4 implants. Donc voilà, on est quasiment à 4-5 mois. Le patient a un bridge complet définitif, transvissé. Le bas, on est à peu près dans la courbe. Donc on voit le pic. Alors, vous voyez ce qui est intéressant. Alors, au début, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, cet implant, c'est un air bridge. Et en fait, apparemment, avec le pic, là où moins il y a de pic, moins ça se voit à la radio. Donc, on a notre bridge complet transvissé. C'est moins lourd que le zircone. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a évolué. Donc là, vous voyez, vous avez le patient au niveau initial. Donc, on a un patient qui a des dents paro, hein, donc avec des grandes dents. Il voulait des dents un petit peu plus courtes. Donc ensuite, on a le patient au stade du provisoire. Donc là, c'est fait avec le laboratoire Brocos pour toute la partie modélisation. Et enfin, on a le définitif fait par le laboratoire Brioco. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette image, cette slide, je vais vous montrer qu'on peut travailler avec différents laboratoires et qu'il y a, là en l'occurrence, le laboratoire Fred Rucco, il n'est pas en compétition avec Brocos. Parce que Fred Rucco, il est capable de faire une mise en charge immédiate avec une barre soudée en 3 heures, ce que Brocos ne sait pas faire. Mais Brocos sait faire de la virtualisation que ne sait pas faire Rucco. Et là, j'ai le meilleur des 2 mondes. Et en fait, chacun interagit et chacun donne le meilleur de sa compétence et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc voilà, juste pour finir, ce que je vais vous dire aujourd'hui au niveau du numérique, c'est que effectivement, pour tout ce qui est empreinte, en tous les cas, opératoire. Alors, on m'explique, oui, mais si tu scannes, si tu mets un Lego au fond du palais, bah, tu pourras faire une empreinte. Moi, à 40 000 balles ou à 30 000 balles de caméra, je ne mets pas de Lego pour que ça fonctionne. Donc, pour l'instant, je dirais que l'empreinte opératoire, ce n'est pas encore au point. C'est trop pointu. Il faut que ça soit accessible au plus grand nombre. L'empreinte définitive sur un site cicatrisé, c'est une autre limonade. On publiera bientôt là-dessus. La planification, évidemment qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de validé, c'est quelque chose qui nous aide parce qu'au quotidien, ça permet de simplifier les chirurgies, ça les rend moins invasives. Toujours pareil, en étant bien sûr d'être capable, si jamais on sent que ça beurre, si on sent que ça ne fonctionne pas, il faut être capable de reprendre la main. Et enfin, là où c'est complètement validé, c'est la modélisation, c'est l'occlusion. Finalement, on se rend compte que dans le numérique, là où on était parti au début dans les caméras pour faire surtout de l'acquisition,
bah, ce n'est pas l'acquisition qui est le plus intéressant. C'est surtout la partie modélisation et occlusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déjà planifier une occlusion quasiment parfaite en amont. Et c'est-à-dire qu'on est capable de proposer un plan de traitement et un projet prothétique aux patients avant même d'avoir sorti un bistouri. Donc voilà, moi je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. 1 heure. On est dans les clous. Désolé pour le début qui a été un petit peu hasardeux. On vous invite à nous rejoindre sur For Your Smile, sur notre groupe Facebook. L'idée, c'est que tout le monde peut publier. On n'est pas comme certains sites où voilà, vous ne ferez pas allumer sur notre site. Vous pouvez publier des trucs, poser des questions. Il n'y a pas de questions débiles. On fait des formations, évidemment, For Your Smile sur les dentés. On pose du Straumann, mais on a posé plein d'autres systèmes et on peut… Tout ce qu'on fait, c'est valable avec plein de systèmes. On n'est pas que pro Straumann, même si nous, ça nous apporte pas mal de points intéressants. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée. Sauf s'il y a des questions. Alors voilà, il y aurait 2 questions. D'abord, merci beaucoup Mathieu, parce que voilà, on a eu effectivement un tout petit souci au début, mais je crois que vraiment, vous avez super bien animé ces webinaires. Deux questions qui vous sont posées, s'il vous plaît. Alors peut-être que si vous avez Je les 2 vois. petites minutes, Je les vois. Voilà. Alors, je vais répondre dans l'ordre. Voilà. Alors, on me pose la question sur les pistes. Les pistes, elles sont faites en quoi? En fait, c'est de la résine. Elles sont en résine imprimée par le laboratoire. Donc, en fait, de son projet, les pistes que tu as vues virtuellement, il les imprime en 3D. Moi, ensuite, je les colle. Alors, soit au Panavia, soit ce que je fais de plus simple, parce qu'en fait, il ne faut pas partir dans des trucs trop compliqués. Il faut partir dans du simple. Et les trucs simples, merci Eric. Les trucs simples, c'est de mettre de la résine dessous, de gratter un peu, de mettre bien nettoyer, bien dégraisser les surfaces occlusales, de mettre de la résine et la résine auto va passer au niveau des espaces interdentaires. Elle va être prise là-dedans. C'est temporaire. L'idée, c'est juste qu'on ait une occlusion avec un maximum de contact pour que lors de la phase provisoire, ça ne tape pas que sur un implant. On n'en a mis que 4 ou 6, donc on veut que les forces soient bien réparties. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, si j'arrive à la lire, parce que j'ai plein de trucs qui sont… Ah, voilà. Pour bridge provisoire, tu n'as pas réalisé de renfort titane. Pourquoi? Tu n'as pas peur que le bridge provisoire casse? C'est une très bonne question. Alors, en fait, quand je fais des bridges au début, comme j'ai commencé Melon Fort en tissu level et que j'avais une accroche qui n'était pas géniale, j'ai dû rapidement m'orienter vers de la solidarisation des implants avec la soudure intraorale. Et parce que ça me rassurait vu que j'étais sur du tissu level et qu'en termes de stabilité, ce n'était pas génial. Le dernier cas, je te le montre, on est sur du TLX avec une grosse accroche. Donc là, je me sens moins inquiet d'utiliser des implants qui ne sont pas reliés entre eux par une barre titane. Même si moi, aujourd'hui, dans la plupart de l'avenir, si tu veux, c'est d'avoir un bridge provisoire virtualisé par le laboratoire Brocos. Il envoie tous les fichiers à mon pote laboratoire Fred Rucco. Je fais mes implants, je fais une empreinte au plâtre. Fred me fait une barre et ensuite, il va connecter une coque qu'il aura imprimée, lui, à la barre soudée. Donc, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes. Parce qu'aujourd'hui, il n'a que 3 heures pour tout faire. À terme, ce qui serait bien, c'est qu'il ait déjà la coque extérieure et qu'il ait 3 heures pour faire juste la barre soudée, la solidarisation et l'intrado. Voilà. Merci du franc-parler. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup Alors, pour votre animation. Juste un petit truc, on me pose une question. Pas de barre titane sur le définitif. Si, je fais des barres coulées-collées en titane, je fais des barres usinées. Ça dépend en fait du projet. Si tu veux faire de la résine avec ton patient, tu peux lui faire une barre titane avec de la résine. Tu peux faire une barre titane avec l'intrado titane et juste de la résine. Tu peux faire une barre titane avec de la céramique. Tu peux faire du chrome cobalt avec de la céramique. En fait, les options, après, elles vont être définies un petit peu par le projet du patient. Ce qu'il veut, si tu es sur un patient qui a une bonne hygiène, ça vaut le coup. Tu peux rester en résine, mais à long terme, pour en faire depuis maintenant 15 ans, la résine, ça ne vieillit pas très, très bien. Santé de la Belgique, pareil pour vous. Quel est mon retour sur les amateurs PIC? Le dernier cas, c'est du PIC. Donc, ma question, c'est comment ça va vieillir? J'en sais rien. Moi, de toute façon, s'il y a un souci, je le gère. Donc, on est parti sur du PIC parce que j'ai trouvé que les full zircon avec du cutback, c'est très joli, machin, mais c'est très, très lourd. Donc, on est en train de voir ce que donne le PIC. De toute façon, après, on est embarqué avec nos prothésistes là-dedans. Si un jour ça pète, on a fait 38 Holland for rien que l'année dernière.
Moi, je suis bien sûr que mes laboratoires me géreront la casse. Donc, pour l'instant, mon retour à client 7 x64, je te dirais que je commence à en poser. C'est très joli, c'est plus léger. Je suis assez attiré par ça. Ça m'a l'air d'être assez rigide. À voir. Thierry, quel est le devenir des pistes en résine? Peut-on les laisser longtemps en bouche? Faut-il prévoir une restauration définitive à la sortie des restaurations à planteau porté? Ben ouais, évidemment. Les pistes, elles me servent à recréer du. En fait, moi, quand on m'envoie les patients, autant que la chirurgie, mes correspondants sont souvent intéressés par le fait que je réhabilite dans le projet global. Donc, je vais faire un bas idéal, je fais le haut en fonction du bas. Eux, ils n'ont plus qu'à faire le haut définitif en fonction du bas et après faire le bas en fonction du haut. Donc, je leur mâche un peu le boulot. Mais effectivement, ces pistes en résine, le patient, avant même qu'on lui colle en bouche, on lui explique que voilà comment il est, voilà vers quoi on veut aller. Il va falloir les refaire, ces pistes, à un moment ou à un autre. Donc, oui, à un moment, il faudra qu'on fasse des inlays, qu'on refaire la prothèse. Mais oui, il est averti. Il ne faut pas lui dire après parce qu'avant, c'est un conseil, après, c'est une excuse. Voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. Si vous avez des questions, For Your Smile, Messenger, etc. La maintenance, on me repose la question. La maintenance, c'est toujours pareil, hein, brossette, jet dentaire, ça c'est obligatoire. On ne dévisse pas systématiquement. Quand au bout d'un an, le patient, vous lui dites, on en est où de l'hygiène, tu vois que c'est un peu rouge, tu lui donnes une brossette, il la prend comme ça en disant, tu sens que c'est la première fois qu'il la voit, là il y a un problème. Tu as des patients, au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu leur donnes une brossette, ils te font oh, là, je la passe bien, là, j'ai les vertes, là, j'ai les oranges. Donc, ça, c'est pareil, c'est de l'humain. Tu vas rapidement voir si les gens, il faut les voir tous les 6 mois et bien les suivre, ou les gens qui sont capables de se prendre en charge parce qu'ils ont compris que tu as fait du boulot pour eux, qu'une partie du boulot, elle vient aussi de la maintenance, de ce qu'ils vont mettre en termes de gestion de l'hygiène au quotidien. Donc, évidemment que moi, si je vois qu'ils sont crasse-pouillettes, je les démonte tous les ans. Puis je vois aussi qu'est-ce qui les embête. Est-ce que des fois, on n'a pas une interface entre l'intrado et la faux gencive qui est trop impactante et qu'ils n'arrivent pas à passer les brossettes. Et des fois, si je vois qu'ils ne jouent pas le jeu, je libère. Alors oui, ils vont zeuter. Ils vont zeuter 6 mois et au bout de 6 mois, je leur dis si tu veux arrêter de zeuter, je te rajoute de la résine, mais tu utilises des brossettes. Donc, il faut être là-dedans, hein. Voilà. Salut Alan, est-ce que tu fais un essayage sur cire esthétique en préimplantaire pour que le patient ait du traitement? Non, je ne fais pas d'essayage préimplantaire. Je leur montre les projets des patients. L'essayage sur cire esthétique, on le fait lors de l'essayage, on le fait lorsque les implants ont pris, on dévisse le provisoire. Leur provisoire nous donne déjà une bonne idée. Il y a des gens qui vont dire, mais ça, c'est parfait. OK, on scanne ça, on envoie ça au prothésiste, on dit, tu restes là-dessus. Il y a des gens qui vont dire, je veux des dents plus hautes, plus basses, plus blanches, plus machin. Donc, on passe par un essayage, évidemment, mais pas en préimplantaire. On va le passer plutôt lors de l'essayage lors de l'essayage du futur bridge définitif. Voilà. Je crois qu'on est au top des questions. On a fait le tour. Voilà. Merci de m'avoir passé 1 heure ensemble à tous. À bientôt. À très bientôt. Merci Sophie de m'avoir donné l'occasion de communiquer sur une de mes passions, en l'occurrence. Et puis, au plaisir de vous revoir tous. Et bravo. Franchement, bravo Mathieu. Merci. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.